voit les patients et continue de les voir au-delà de 2-3 ans, alors qu'on vient de voir, là encore, que les troubles cognitifs continuent de se développer avec le temps. On manque probablement pas mal de choses. Mais merci Olivier. Merci beaucoup Igor. En premier lieu, merci aux organisateurs de m'avoir convié à traiter donc d'une thématique là qui est peut-être beaucoup plus pratique, qui concerne finalement les outils qui sont à la disposition des cliniciens pour le diagnostic des troubles cognitifs, et je me centrerai sur les troubles cognitifs post-AVC. Alors, ça a déjà été évoqué par Jean-François Dartigues, les troubles neurocognitifs post-AVC constituent une situation fréquente. Alors, j'ai bien sûr pas le temps de détailler, mais je mentionnerai simplement ici une méta-analyse qui a été soumise, dans laquelle nous avons repris, Mélanie Barbet exactement, a repris l'ensemble des travaux publiés avec une évaluation neuropsychologique, pas simplement un MMS, etc., comme ça a pu être fait dans certaines études reprises sur les méta-analyses dans l'ADM par Pandalbury, mais là ici, donc, les évaluations beaucoup plus exhaustives après un accident vasculaire cérébral et qui ne cotait pas que les démences, donc ça va effectivement peut-être alimenter la discussion. Ce que cette étude montre, c'est une grande dispersion des prévalences, ça a déjà été souligné par Jean-François Dartigues. En gros, la moitié des survivants à un accident vasculaire cérébral évalué ont des troubles cognitifs, vous voyez, 53%, quel que soit leur type, majeur, c'est-à-dire démence ou pas. 2 tiers environ de ces troubles cognitifs post-AVC sont des troubles légers, donc pas des démences, et 1 tiers environ, 16%, vous voyez, dans cette méta-analyse, sont des troubles majeurs, ce qu'on donc également appelé démence. Donc, une situation fréquente, en gros, un malade sur 2, majeur dans 1 tiers des cas, léger dans 2 tiers des cas. Maintenant, ce qui a nourri une partie des réflexions, des travaux d'ailleurs que je vais présenter, c'est finalement, si on s'intéresse, si on regarde nos comptes rendus de sortie du NV, ou si on regarde nos comptes rendus de consultation post-AVC, et si simplement on reprend notre activité sur un mois et que l'on cote simplement dans nos comptes rendus, quels sont ceux où on a parlé, évoqué la présence d'un trouble cognitif post-AVC? Est-ce qu'on arrive à 50% de nos courriers? Je peux vous dire que dans le service, on l'a fait à plusieurs reprises, on est très en dessous de ça. Très clairement, on sous-estime les troubles cognitifs après un accident vasculaire cérébral pour de multiples raisons, même quand on s'y intéresse. Pourtant, ces troubles cognitifs post-AVC, même les légers, ont une incidence, des conséquences importantes. Première d'entre eux, évidemment, ça a été évoqué, cela retentit sur l'autonomie, la réintégration dans les activités sociales, voire professionnelles pour les personnes qui travaillent. Ça a également, ça a été montré, c'est associé au risque de mortalité, et c'est un phénomène qui est bien connu depuis une vingtaine d'années, bien décrit depuis une vingtaine d'années. C'est également associé à un surrisque de récurrence d'événements vasculaires majeurs. Il est donc tout à fait essentiel de diagnostiquer ces troubles cognitifs post-AVC. Et c'est là qu'arrive donc cette présentation. D'accord, on dit ça, je crois qu'on le dit déjà depuis quelques années, mais en pratique, comment fait-on? Alors, l'ensemble des travaux qui vous ont été présentés, en tout cas sur les troubles cognitifs, ont été finalement évalués avec des batteries neuropsychologiques. Est-ce que l'on peut réellement faire un bilan neuropsychologique avec une neuropsychologue à tout patient survivant à un accident vasculaire cérébral? Je pense qu'actuellement, en tout cas, nous ne pouvons pas le faire. Et évidemment, la première solution qui vient à l'esprit, c'est d'utiliser les tests de repérage. Le fameux MMS que l'on connaît tous, ou plus récemment le Montreal Cognitive Assessment qui a déjà été présenté ici à plusieurs reprises. Donc, regardons maintenant ce que nous donnent ces tests de repérage et en quoi ils nous permettent de répondre à cette question. Donc d'abord, ce sont des tests qui durent une dizaine de minutes. Bon, il faut reconnaître que dans les consultations post-AVC, notamment avec des infirmières formées, à condition qu'elles soient bien formées, c'est quelque chose qui peut se mettre en place relativement aisément.
Alors, il faut trois précautions très importantes. Première chose, il faut utiliser des normes ajustées pour le MMS, pour la scolarité, pour le Montréal Cognitive Assessment, MOCA, c'est pour la scolarité et l'âge. Et là, ici, je mentionne, j'aurai l'occasion juste d'en dire un mot, le fait que le groupe Greco-Vasque a actualisé ces normes. Deuxième chose, lorsqu'un score est déficitaire, selon les normes ajustées, il ne faut l'interpréter en termes de déficit cognitif que s'il n'y a pas une autre explication, notamment après un AVC, notamment qu'il n'y ait pas de troubles sensorimoteurs qui empêchent de réaliser correctement ces épreuves. Troisième point, attention à l'interprétation de scores qui sont assez peu altérés. En effet, on voit un certain nombre de travaux d'ailleurs qui ont alimenté la méta-analyse de Pendlebury, où on a repris, on a dit voilà, tous les scores inférieurs à 24 au MMS par exemple, ou 26 pour le MOCA, témoignent de troubles cognitifs. Et ce que l'on sait maintenant, c'est que quand on fait ça, on surestime largement les troubles cognitifs. Alors voilà ici des résultats tirés de l'étude Greco-Vasque qui vous montrent, en utilisant les scores donc bruts, au MMS là. Là, ici, c'est la prévalence des déficits cognitifs à la batterie. Eh bien, finalement, pour le MMS, seuls les scores inférieurs ou égaux à 18 étaient constamment associés à un déficit à la batterie. Et pour le MOCA, les scores inférieurs ou égaux à 14 étaient constamment associés à un déficit à la batterie. Les autres scores, même si selon les seuils, ils sont considérés comme sont déficitaires, peuvent parfois, pour des raisons pas tout à fait claires, être associés finalement à des performances cognitives normales à la batterie. Autrement dit, si l'on veut conclure avec un MMS ou un MOCA, si on veut conclure avec un taux de sécurité qu'il y a un déficit réel cognitif, eh bien, il faut finalement utiliser des scores seuils très bas, 18 et 14. Maintenant, la vraie question qui est importante pour notre pratique, c'est quelle est la sensibilité de ces épreuves de repérage ? Alors, le MMS a une sensibilité au diagnostic des troubles cognitifs post-AVC, des troubles cognitifs vasculaires, qui est relativement limitée, ça c'était bien connu. On arrive en gros, en moyenne, à un chiffre de sensibilité de 65%. Et tout le monde a espéré qu'avec la nouvelle épreuve, le Montréal Cognitive Assessment, on augmente significativement cette sensibilité et nous avions montré qu'il n'en était rien, dans un travail qui avait suscité un peu de remous, mais qui finalement a été largement conforté par l'ensemble des études et par la méta-analyse. Donc finalement, que l'on prenne le Montréal Cognitive Assessment ou le MMS, eh bien on a une sensibilité d'à peu près 65%, ce qui veut dire qu'environ un tiers des troubles cognitifs post-AVC sont méconnus par ces tests. Et dans Greco-Vasque, on s'est posé la question de savoir si on ne pouvait pas augmenter le seuil, ce qui nous aurait été quand même bien pratique. Et finalement, vous voyez, il faut le monter à 29 sur 30 pour avoir des chiffres de sensibilité de l'ordre de 90%, 92, 98%. Le problème, c'est que ce faisant, ça ne sert pas à grand-chose parce que vous voyez que 86% et 97% des AVC ont des scores inférieurs ou égaux à 29. Donc finalement, en pratique, quand on utilise un test de repérage, et je pense qu'il faut l'utiliser à la consultation, par exemple, post-AVC, eh bien, lorsqu'il y a un déficit, et surtout si ce déficit est franc, le diagnostic est fait, mais lorsqu'il n'y a pas de déficit, lorsque le score n'est pas franchement déficitaire à ces épreuves, eh bien là vous ne pouvez pas conclure. Alors la question est, dans ce cas-là, faut-il faire un bilan neuropsychologique ? Ça fait quand même beaucoup de malades. Et la question est de savoir si on ne peut pas quand même sélectionner ces patients. Et voilà ici une piste qui doit être encore validée, mais qui, à mon avis, doit beaucoup aider. Il faut probablement faire un bilan neuropsychologique à tous les patients qui ont des troubles cognitifs sévères ou démence préalablement à un accident vasculaire cérébral. Alors ça, c'est une histoire lilloise. Vous voyez, c'est en moyenne entre 10 et 30% des patients selon l'âge, avec une moyenne de 16 à 17%. Deuxième élément, l'âge également. Alors l'âge est un facteur de risque de troubles cognitifs. C'est vrai surtout pour les troubles cognitifs sévères. C'est ce qu'on a également montré dans la méta-analyse.
Et c'est un risque qui est continu avec quand même un seuil aux alentours de 70 ans qui paraît important. Il y a ensuite d'autres facteurs de risque qui ont déjà été évoqués par Jean-François Dartigues. Bon, des facteurs liés au terrain, mais qui sont finalement des facteurs surtout de démence et qui ne sont pas très très puissants. Des facteurs liés à l'accident vasculaire. Et là, c'est particulièrement important parce que quand le patient sort, vous avez ces informations. Quand vous le revoyez à la consultation, il y a les patients qui ont fait un accident vasculaire de l'hémisphère gauche ou avec des troubles du langage, qui ont un accident récurrent ou qui avaient déjà fait un accident vasculaire ou qui ont plusieurs accidents vasculaires sur l'imagerie. Et puis il y a toutes les complications à la phase aiguë, notamment hypoxie, troubles sphinctériens, confusion, épilepsie, et puis des caractéristiques d'imagerie, leucoaraiose, atrophie médiotemporale, hémosidérose, mais là je ne vais pas les détailler puisque ça sera évoqué par Éric Jouvent. Donc voilà les principaux patients à risque sur les données de phase aiguë que l'on a donc. Et puis j'y rajouterai lorsqu'on les revoit ou lorsqu'ils sont pris en charge en SSR, il y a quand même un certain nombre de choses comme la présence de troubles ou de plaintes cognitives, ou la présence d'un retentissement dans les activités de vie quotidienne, c'est-à-dire quelqu'un qui ne reprend pas ses activités préalables à l'AVC, qui ne sont pas expliquées par le seul déficit physique. Et si l'on utilise cette stratégie, alors voilà des résultats, on a appliqué ça donc dans le Grey-Coq basque, et ce que l'on voit, c'est qu'en gros, en appliquant cette stratégie, eh bien, on prédit beaucoup mieux qu'avec les simples tests de repérage la prévalence des troubles cognitifs. Alors, il y a encore quand même, c'est pas encore complètement satisfaisant, mais on y travaille et je pense qu'on devra trouver la solution pour savoir quels sont les patients qu'il faut confier au bilan neuropsychologique. Donc, finalement, des patients qui doivent être sélectionnés avec au moins un facteur de risque de troubles cognitifs, tels qu'on les a évoqués, qui, par ailleurs, bien sûr, ont un MMS supérieur ou égal à 18 ou un MoCA, si c'est le MoCA que vous avez effectué, au-dessus de 14. Je ne sais pas combien de temps il me reste, 3 minutes, je pense. Non ? Bon, je vais donc... Comment ? 1 minute. 1 minute. Alors, je vais donc conclure simplement pour dire qu'il y a une batterie. Elle est maintenant normée. Vous aurez, ça va être diffusé dans quelques semaines. Et donc, en pratique, y penser et organiser les choses. Et je mentionne ici qu'il y a un groupe de travail qui s'est mis en place sous l'égide de la Fédération des CMRR et la Société française neurovasculaire qui, justement, va tenter de proposer des préconisations pratiques. Je remercie bien sûr le groupe Grey-Coq basque et puis je vous remercie de votre attention. Alors on va solliciter à nouveau la salle. J'espère qu'on aura quelques questions. Une question devant. Oui, de la plainte de la plainte est-ce que ça rapporte quelque chose? La plainte amnésique et la plainte du malade ou de la personne qui vit avec. Ouais. Alors effectivement, il faut la prendre en compte. Je crois que c'est absolument essentiel. En revanche, il faut reconnaître que dans toutes ces études, on s'est quand même surtout fondé sur les recueils objectifs que l'on a pu avoir. Il y avait il y a eu un travail européen qui avait étudié la prévalence des troubles et des plaintes cognitives post-AVC qui avait montré qu'elles étaient présentes chez plus de 3/4 d'entre eux et qu'elles concernaient d'ailleurs surtout et avant tout le ralentissement et une plainte attentionnelle. Donc finalement, on est amené, bien sûr, il faut en prendre un patient qui se plaint ou une famille qui rapporte des éléments nouveaux, ça doit conduire à une évaluation. En revanche, le pouvoir prédictif reste relativement partiel. D'autres questions ? Donc tout le monde utilise des batteries, il n'y a pas de questions. Non ? Pas d'interrogation ? Je compte en unité dans mes sondages. Quelle est la proportion d'entre vous qui a une neuropsychologue ou un neuropsychologue dans son unité neurovasculaire ? C'est déjà pas mal. Il y avait une question là-bas. Très bien.
Oui, bonjour. Ma question, c'était ce que vous pensez de la Cognitive Assessment Scale for Stroke Patient qui a été développée par l'équipe de Dijon, qui est notamment, a priori, qui est notamment pas mal pour les patients aphasiques, de savoir ce que vous en pensez par rapport au MMSE, par rapport à la MoCA, justement. Oui, alors il y a effectivement beaucoup, il y a un certain nombre d'outils et actuellement il y a une véritable effervescence parce que tout le monde commence à réaliser qu'il faut, optimiser le diagnostic des troubles cognitifs. Donc il y a eu des tas de choses qui ont été proposées, dont je n'ai pas d'expérience personnelle. On attendra simplement d'avoir des éléments de validation par rapport à un gold standard parce que le fond du problème, c'est quand même la sensibilité. Le fond du problème, c'est de pouvoir mettre à disposition des équipes neurovasculaires un outil qui, lorsqu'il ne montre pas d'anomalie, permette aux neurovasculaires de dire bon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin à ce stade. Et ça, c'est quand même un point très important. On en est très loin. Juste pour rebondir sur l'histoire de l'âge, là, qui est effectivement un facteur de risque de survenue de ces troubles cognitifs. Et pour rebondir sur la remarque qui était faite tout à l'heure, les patients les plus jeunes sont aussi ceux en activité professionnelle pour lesquels le retentissement cognitif va potentiellement avoir le plus de conséquences. Est-ce que du coup, il ne faut quand même pas pousser un petit peu les investigations aussi chez ces patients plus jeunes en activité professionnelle ? Oui, alors bien sûr, tout à fait d'accord. En fait, l'âge, ça sort surtout pour les troubles cognitifs majeurs. Pour les légers, finalement, l'effet de l'âge est beaucoup plus modeste. Alors là, ici, dans les points importants, c'est que la présence d'un des seuls facteurs de risque cognitifs tels qu'on les a listés, parmi lesquels il y a l'âge, mais il y a en fait tout, même la plainte et l'éventuelle difficulté à retourner aux activités préalables, doit conduire à faire un bilan neuropsycho. Tout à fait d'accord. Très bien, merci beaucoup. Je vais donner la parole maintenant à Éric Jouvent qui va aborder effectivement l'apport de l'imagerie, tant dans la compréhension